en fait, je donne souvent une conférence dédiée à la complémentarité, c'est mon enthousiasme. Donc, il faudra freiner un petit peu. Oui, regardez, il faut, en fait, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qui, moi, me paraît très très important, j'aimerais bien revenir. La nature, l'évolution des espèces, c'est-à-dire le Créateur, n'a pas formé des individus. Il a formé des familles. Biologiquement, c'est clair. Et on le voit mieux en regardant les autres mammifères. Nous, on est mammifères. Dieu a voulu que nous soyons des mammifères. Ces mammifères comme son nom l'indique, le petit est porté par la femelle, qui en prend soin dans son ventre, puis l'allait. C'est quand même comme ça que Dieu nous a créés. C'est pas rien. Donc l'homme, eh ben, il est disponible pour autre chose. Ce matin, j'ai parlé du lion, qui était, lui, dédié à la défense du groupe familial. Regardez comme il est bâti. Il est pâteau, des gros os, il est incapable de courir. Vous mettez une femelle et un mâle qui court après une gazelle, il n'y a pas photo, il n'y a que la femelle qui peut attraper la gazelle. Le mâle est incapable de courir après une gazelle. La femelle, elle est svelte, elle court vite. Le mâle, il est fait pour défendre la troupe. Vous voyez? Et par contre, le mâle éléphant ne s'occupe pas du tout de la harde. La harde, ce sont les femelles. Les femelles prennent soin des petits, puis jettent les mâles dehors et gardent les femelles en son sein. C'est comme ça. Les humains, eh ben, c'est pareil. Ce ne sont pas des individus qu'on colle une étiquette, mec, fille, en fin de fabrication. Pas du tout. C'est exactement pareil. Le Créateur, par l'évolution de notre espèce, a fait de nous des familles. Et quand on travaille l'évolution des espèces, on voit que c'est toujours en priorité la survie du petit et le devenir du petit qui est privilégié. Dans la construction d'une famille, c'est une survie du petit et ensuite une survie de la maman et la protection de la maman. Dans toutes les espèces, ce qui est protégé, c'est le petit, puis la maman, en fait. Et d'ailleurs, les bonnes cultures disent les femmes et les enfants d'abord. C'est tout simplement un constat. Donc nous, la fierté de l'homme, c'est de dire les femmes et les enfants d'abord. C'est notre fierté. Et si j'ose dire, c'est notre seule raison d'exister. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on n'a plus à défendre la famille, la société, alors on va boire une bière. On va aux terrasses de café, on attend que ça passe, et on regarde le match. On n'a plus besoin de nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui se joue est très clé en ce moment. C'est, a-t-on besoin des hommes? Si on en a besoin, les hommes, ça se travaille avec le cœur, ils vont répondre présent. Mais si on n'a plus besoin d'eux, ils vont aller boire la bière, regarder le match de foot. Vous voyez, c'est un peu taquin ce que je dis. Mais c'est biologique en fait, la définition. Chez les oiseaux, c'est très net. Aussi, cette répartition mâle-femelle selon les espèces. Vous savez que beaucoup d'oiseaux sont fidèles à vie. Fidèles à vie. Hein. Même si, lorsqu'ils partent en Afrique, souvent c'est en groupe, c'est la société, les mâles et les femelles sont plus du tout ensemble. Quand ils reviennent au printemps, c'est le petit groupe familial. Après, ils se mettent à plusieurs souvent pour protéger les petits, parce que seuls ils font des crèches en fait. Beaucoup d'animaux font des crèches. Les poissons aussi font des crèches. Il y a certaines espèces de poissons où les mâles sont, pareil, extrêmement fidèles. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Créateur a mis dans le moteur la structure de la famille. Donc la complémentarité, mais elle crie partout.
De la même manière que le lion et la lionne, le lion est incapable de chasser la gazelle, mais il veut bien manger les premiers morceaux, ça passe. Hein, mais c'est la femelle qui est capable et désireuse de chasser la gazelle, et elle est bâtie pour accepter quand même que le mâle soit nourri, et les petits, elle trouve sa place comme ça lui va. Hein. Donc en somme, si vous voulez, la biologie nous montre que vraiment Dieu a scruté pour nous une structure de complémentarité entre l'homme et la femme. Et ça jaillit dans tout. Chaque fois que j'ouvre un nouvel article scientifique, ça jaillit. Donc j'essaie de vous le montrer ce matin pour l'empathie, par exemple. L'empathie émotionnelle, plus forte chez la femme. L'empathie cognitive, c'est-à-dire analytique, plutôt chez l'homme. Par exemple, Brune Feldman, dont j'ai déjà parlé une fois, a quantifié le nombre de millisecondes entre le début des pleurs des enfants et la réaction de chacun des parents. Ils mettent des caméras et des détecteurs dans des crèches, dans les lieux de garde d'enfants, et ils voient les réactions des garçons et des filles, des papas et des femmes. Quelle nature de réaction? Eh bien, elle a montré que les hommes commencent très vite par se poser la question, mais de quoi il a besoin? Alors que la femme commence d'abord par consoler, et ensuite dit, je vais essayer de trouver une solution pour ce petit. Donc l'empathie cognitive, c'est-à-dire analytique des besoins, et l'empathie émotionnelle, c'est dans le moteur. Ça a été inscrit dans notre cœur. Tout à l'heure, quelqu'un on a parlé de l'éducation des enfants. Je voulais revenir un petit peu sur le fameux truc des camions et des poupées. Vous savez, dans les écoles, maintenant, on dit non, on en a ras-le-bol de dire que les garçons aiment les camions, les filles les poupées, ça suffit. Unisexe. Bon, il y a des chercheurs qui se sont dit, on va voir chez les animaux. Chez des mammifères, des petits mammifères, des lapins par exemple, où ils ont mis des jeux carrés et des jeux ronds dans la zone où vivent les animaux, et ils regardent avec quoi jouent les mâles et les femelles, plutôt des formes rondes ou des formes carrées. Eh bien, en moyenne, les femelles jouent plus avec les ronds, les boules, et les mâles plus avec les objets carrés ou longs. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe? C'est pas une formation, c'est pas à cause d'une déformation de l'école, non. Est-ce que vous avez remarqué que tous les petits, tous les mammifères, les bébés ont la même forme de tête de schtroumpf, une petite tête comme ce petit trésor, la position des yeux, la tête, ce qu'on appelle les boulbilles. Regardez les jolies petites joues, ça s'appelle les boulbilles biologiquement. Ah ça, c'est les boules de Micha. Et bien ça nous attire l'amour. Ça nous attire l'amour. Hein? Et chez la femme, elle garde un peu les boulbilles. On va regarder en moyenne. Parmi nous, il y a des garçons qui ont une tête de schtroumpf, adultes. Et puis il y a des filles qui ont une tête au contraire très... Oui, il y a la beauté de la multiplicité. Mais globalement, si vous voulez, biologiquement, dans notre cerveau, il y a des récepteurs, des moules à la beauté du bébé, vous me comprenez? Qui sont... Voilà. Et ça, les femmes sont beaucoup plus douées dans l'attrait pour ces formes de tête de schtroumpf. Et c'est pas étonnant, c'est ce qui expliquerait pourquoi les femelles de mammifères ont tendance à jouer plus avec les poupées, en fait. Et il y a un cinématologue très connu, je trouve plus son nom à l'instant, qui a publié un bouquin il n'y a pas très longtemps, en disant, là chez nous, le genre c'est n'importe quoi, parce qu'il travaille depuis peut-être 30 ans maintenant, 35 ans, avec des singes, et il dit, mais attendez, les mâles et les femelles, c'est pas pareil. Et on retrouve toutes ces attitudes différentes du mâle et de la femelle. Ben pourquoi? Ben parce que la nature a sculpté des êtres, ça s'appelle les femmes, pour nous, et les femelles, avec ce don d'avoir une sorte d'intuition de la beauté du bébé et de l'attrait pour les formes rondes. Ça va? Ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas attirés par la beauté des formes rondes,
aussi neuroesthétique, mais il ne faut pas changer de sujet tous les 5 minutes. Mais donc, en pratique, le fait, si ça plaît aux théoriciens de l'éducation, de faire jouer les filles avec des camions et les garçons avec des poupées, je trouve ça tout simplement rigolo. Mais ça n'a ni queue ni tête. Parce qu'en fait, ça fait 1 million d'années que notre espèce se développe pour aider la femme à accueillir la maternité. Donc c'est quand même ennuyeux de lutter contre, parce que ça va être difficile pour elle. Il faut bien comprendre qu'on ne devient pas homme, on naît M-A-I-T, homme ou femme, mais on le devient. On le devient. Le fait qu'une petite fille va aimer jouer avec un camion, laissons-la jouer avec un camion. Mais si elle aime jouer avec une poupée, c'est qu'elle en a besoin pour devenir ce qu'elle est. Quelqu'un qui peut un jour dire « j'ai envie d'avoir un bébé ». Est-ce que vous comprenez ça? Après, quand la puberté arrive, on colle les filles à la pilule. C'est-à-dire qu'on leur supprime les hormones naturelles qui préparent leur cerveau pour être femme et mère. Et après, on s'étonne qu'elles ont du mal à avoir envie d'être femme et mère. Mais attendez, c'est comme si vous coupiez l'électricité et vous disiez maintenant on va se mettre à lire. On prive les gens de ce qui est là pour les aider. C'est trop dommage. Donc, le petit enfant, il a des choses qui l'aident. C'est son stage pratique. L'enfance, vous savez, il n'y a pas de différence hormonale entre l'âge de 1 an, 18 mois, je vais dire, et la puberté. Avant 1 an, avant 18 mois, il y a une différence homme-femme, hormonale. Les petits-enfants de moins de 18 mois, surtout de moins d'1 an, et encore plus de moins de 6 mois, ont des hormones différentes, garçons et filles. Mais après, plus de différence jusqu'à la veille de la puberté. Garçons et filles, mêmes hormones. Ceux qui ont élevé des enfants savent que les petits gars, c'est turbulent. C'est pas des minettes, hein. Enfin, moi j'ai élevé un peu les deux, puis j'ai les deux en ce moment. C'est pas pareil. Or, les hormones sont les mêmes. Les hormones sont les mêmes. Hein. Donc, en pratique, si vous voulez, c'est un stage pratique qu'on fait pour devenir ce que l'on est. Il ne faut surtout pas les priver. Il ne faut surtout pas les priver. Laissons les garçons se bagarrer dans le nom. Je vous donne un exemple intéressant aussi de recherche des pédagogues. La maman n'allait pas pareil à un petit gars et une petite fille. C'est un petit gars et une petite fille. Petite fille. On n'allait pas pareil à un petit gars et une petite fille. Pas la même durée des tétés, pas la même manière d'être avec le petit. On ne le sait même pas. On ne le sait même pas. Pourquoi? C'est comme ça. La nature incline la maman à faire ce qu'elle fait. Et en moyenne, c'est pas pareil un petit gars et une petite fille. C'est beau, hein? Les petits animaux, si vous êtes intéressé aux animaux, c'est merveilleux de regarder avec cet œil-là. La petite, chez les mammifères, chez beaucoup de mammifères, on voit la maman qui lèche les petits. Vous avez vu ça, hein? Qui lèche le petit. Le léchage n'est pas gratuit. C'est très important. Et la manière de lécher un petit mâle et une petite femelle, c'est pas du tout pareil. Et il a été prouvé, j'ai un article sur l'ordinateur là-dessus, que en fait, le léchage par la maman des organes génitaux des petits mâles développe les nerfs sexuels et ont des effets aussi de marque d'empreinte épigénétique dans le cerveau qui va les aider à désirer le sexe avec une femelle. La manière dont la maman lèche un petit mâle va aider le petit mâle à désirer être avec une femelle. Vous vous rendez compte? Elle n'en sait rien, elle n'a pas fait d'études de neurosciences. C'est qu'en fait, la nature a mis en nous des choses, des dons qu'on n'imagine même pas, mais qui nous préparent à être ce que l'on est. Et l'horizon d'un homme et d'une femme, c'est pas le même. Regardez par exemple, enfin, j'espère que je ne vous choque pas en parlant comme ça. Hein. On est en recherche tous, hein. Moi je ne prétends pas savoir. Hein. Je vais tout doucement sur ce sujet parce qu'il est très délicat, c'est la question du désir sexuel de l'autre. Un homme et une femme, nous ne désirons pas de la même manière. Mais moi mes petits-enfants rentrent en puberté ou sont des jeunes ados.
il faut qu'elles acceptent le regard qu'on porte sur eux. Moi, mes petites filles, je vois le regard porté sur elles changer. C'est des petites femmes maintenant. Apprendre à gérer le regard des autres sur soi. Nom de chien, c'est pas simple. C'est pas du tout pareil pour un petit gars. Hein. Il est tranquille sur le regard qu'on porte sur son corps. Ça ne le tracasse pas énormément. Ben, c'est comme ça. Donc il est libéré, il peut remplir notre mission. Hein. C'est sous-entendu, vraiment, on est préparé par notre biologie à devenir ce que l'on est. Donc n'allons pas manipuler trop, parce qu'on prive la personne de ce que la nature a prévu pour l'aider à devenir ce qu'il est. Vous voyez. Est-ce que j'ai parlé comme il faut de la complémentarité? J'ai parlé de l'empathie, j'ai parlé du détail et de la globalité. En taquinant la femme qui s'intéresse bien au détail et moins à la globalité. Ben, c'est une complémentarité. La complémentarité du détail, il faut bien que quelqu'un pense au détail. Ça ne m'interdit pas, moi, homme, à penser au détail. Mais donc, celle qui excelle chez nous, c'est Isabelle, pour les détails. Je ne sais pas si j'excelle pour la globalité. Des fois, elle trouve que je devrais un peu moins m'occuper de la globalité. Vous voyez? Mais ça fait partie de la complémentarité. La forme d'empathie, la forme de l'analyse. La complémentarité, vous comprenez, elle est au service du bien commun. Elle est au service du bien commun. Si je suis un homme et que je suis plein d'empathie émotionnelle, et ben merveille. Alors à ce moment-là, autour de moi, les dons d'empathie analytique vont se développer. Vous voyez, donc comme jeune marié de 45 ans de mariage, mon rôle c'est de développer les dons utiles à notre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fonction des dons de mon épouse. Donc quand on parle de complémentarité de différence, ça ne veut pas dire qu'on est comme des schtroumpfs avec toutes les caractéristiques typiques de la femme, tous. Vous voyez ça, hein? Alors, si garçons et filles, c'est différent, comment les aider pour qu'ils puissent devenir ce qu'ils sont, comme hommes et femmes, quand ils sont petits? J'ai autant de questions que vous, mais je me suis fait une philosophie en réfléchissant. Je pense personnellement qu'il faut que l'enfant sache que ce qu'il est, c'est beau, grand, et qu'il a du potentiel à développer. Que lui, il a un horizon, elle a un horizon. Donc personnellement, je centrerai sur... mes petits-fils, je les ai, quand je rentre ce soir, j'ai mes petits-fils à la maison, c'est peut-être prétentieux. Avec Isabelle, ce qu'on essaye, c'est qu'ils comprennent qu'ils sont de futurs hommes, femmes, époux, épouses, mères ou consacrés, mais en somme qui réfléchissent à leur horizon et qui soient dans une dynamique de croissance vers un horizon. Mais on ne les manipule pas sur... bon, moi, l'activité l'été avec les petits-enfants, l'hiver aussi, mais avec les petits-enfants, c'est le bricolage. J'ai tout un truc de bricolage. Ils font des bateaux, des avions, des fusées, ce qu'ils veulent. Et donc, garçons et filles. J'ai plus de succès que les garçons. Ça, c'est peut-être parce que je suis un homme. Mais toujours est-il qu'en somme, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne les manipule pas pour savoir ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas. Par contre, il faut qu'ils comprennent que l'horizon est beau et qu'ils développent leurs dons pour plus tard. Moi, je ne sais pas si j'ai raison, mais moi j'ai dit ça à mes enfants, il semble que ça leur a plu. Moi je leur dis, vous voyez, on est comme une fusée qui va lancer un satellite. Il y a 3 étages. Donc, ne lançons pas le satellite au bout d'un étage, c'est-à-dire se lancer dans la vie familiale, sexuelle à 14 ans. C'est trop tôt, on ne pourra pas. Attendons, on a 3 étages de la fusée, préparons-nous pour que vraiment le satellite tourne comme il faut autour de la Terre. Donc nous sommes éduqués beaucoup par l'horizon et le potentiel que j'ai n'est pas fini. Que tu es beau, que tu es beau, que tu es belle, parce que moi je ne trouve pas que ce soit bien. On exagère en ce moment, on flatte. Moi j'ai des petites filles, elles se croient danseuses d'opéra parce que la maman dit oh, que t'es belle, que t'es belle, que t'es belle. Faut faire attention quand même, hein, faire attention quand même.
t'es belle, bon, on l'a dit une fois par mois, ça suffit. Non mais il faut faire attention, hein. Quelle est la grandeur de la beauté de ton cœur que tu peux développer pour que ta présence soit bienfaisante? Vous voyez ce que je veux dire? On est plus dans un horizon à développer, je pense, à titre personnel. Il faut faire attention. La somme d'un enfant, il est en devenir. Donc, il faut qu'il sache que chaque jour, il peut poser des actes qui vont faire qu'il sera plus bienfaisant, quoi. Je vais poser une question. Moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'est à quel point, quand vous rentrez dans les détails, quand vous osez dire, par exemple, que la pilule empêche les adolescents de devenir des femmes, peut-être qu'on je caricature, mais ça me semble intéressant aussi de rentrer dans des choses concrètes, comme ça, empêcher les garçons de se bagarrer, le fait que les enfants, de plus en plus d'enfants sont entourés que de femmes, d'institutrices, de mères célibataires, de plus en plus, des chiffres nouveaux. Donc, est-ce que quelles caractéristiques et pratiques qui se généralisent aujourd'hui, vous voyez, donc se généraliser et qui, à votre avis, sont particulièrement néfastes pour le développement des enfants? Et est-ce que, je me permets de vous poser, parce que c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, vous avez 71 ans, et vous avez dit, je crois que c'est vous qui avez dit que enfin, vous êtes plusieurs à dire ça, et je partage cet avis que les hommes sont de plus en plus femmes aujourd'hui. Enfin, c'est mon opinion en tout cas. Je trouve que les hommes sont très peu virils aujourd'hui, les femmes sont très viriles. À votre avis, voilà, à quoi c'est dû? Et finalement, vous disiez tout à l'heure que vous rigoliez du fait qu'on donne un camion à un petit pédophile. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez de la hauteur, ou est-ce que vous pensez vraiment que ces pratiques qui se généralisent ont la capacité vraiment d'impacter une large partie de la population? Voilà, c'est une question de... Je trouve qu'on prive en somme l'enfant, on prive la société, on prive l'enfant. On prive l'enfant quand on ne développe pas ce qu'il est, et ce qu'il est appelé à être finalement. Donc en effet, toute cette tracasserie que se pose l'école en ce moment pour libérer l'expression des sentiments des garçons, etc., me paraît personnellement un peu tristounet. Je rigole, je veux rigoler, c'est plus drôle, mais disons que j'aime mieux mettre de l'énergie dans le développement des trucs pour que les mecs puissent développer leur masculinité. Elle est belle, la masculinité. Il ne s'agit pas de leur offrir des grandes boxes, c'est pas ça la question. Sous-entendu, c'est vraiment qu'ils développent tout ce qu'ils ont en eux de désir d'être chevaliers. D'être chevaliers, d'être... vous voyez, et les petites filles, elles vont développer ce qu'elles ont en elles, mais sûrement pas de les éteindre. Et en effet, je disais tout à l'heure, j'ai parlé de la pilule, j'ai écrit des articles là-dessus. La pilule, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'en fait, c'est comme priver quelqu'un de vaccination contre les maladies infectieuses. On le prive de ce qui fait qu'il va ça va être plus facile pour elle d'être femme et mère. Donc quand même, c'est quand même dommage. Donc j'aime mieux m'intéresser à promouvoir un développement, un bon développement, qu'à lutter contre... parce que, vous comprenez, lutter contre le tsunami, c'est difficile. Par contre, on peut vraiment travailler pour... tous, chacun peut travailler pour honorer le sexe de l'autre. Moi, mon rôle, René, dans la famille, c'est d'honorer la féminité de ma femme et ses dons, vous voyez. Et je sais qu'elle fait pareil progressivement. Moi, j'ai besoin qu'elle honore la masculinité. Et à mon avis, mes petits-enfants, ça me fait du bien. Donc je trouve, vous voyez, c'est des choses simples. C'est honorer le masculin, le féminin. Et si on est chrétien, dire, vous voyez, le Seigneur a vraiment voulu donner ces deux dimensions à nos familles, à notre société. Vous voyez, et voilà, et puis voilà, que la société ait des mauvaises actions, voilà, c'est comme ça. Et donc toujours associer le sexe à la transmission de la vie. Et du coup, ça va être la solution que je vais prendre pour l'intersexe, le sexe est vraiment, le sexe, c'est vraiment
dans toute la création pour la construction de la vie. Il n'y a pas de sexe en Dieu, mais il y a complémentarité. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est explicitement écrit qu'il y a complémentarité au sein de la Trinité. La complémentarité, nous en héritons du Créateur. Dans la création, le sexe est vraiment dédié à la transmission de la vie. Et dans notre société, notre sexe est dédié à la transmission de la vie. Cependant, on peut ne pas avoir d'enfants. La question n'est pas là. Mais on sait que le sexe est dédié à la transmission de la vie. Chaque fois qu'on le maintient uni, on se porte mieux. Chaque fois qu'on le maintient uni, on se porte mieux. C'est-à-dire que là, pour l'éducation des enfants, il est très important, à mon avis, qu'ils sachent que leur caractère masculin et féminin est pour la transmission de la vie, biologiquement, et, à mon avis, bien expliquer, bien décrire les divers types de familles, la famille éléphant, la famille lion, je vous ai parlé, mais toutes ces familles, c'est utile, de manière à se rendre compte qu'en fait, la place de l'homme et de la femme n'est pas tout à fait la même place que le lion et la lionne, n'est pas la même place que le mâle, la femelle, l'éléphant, ou... Non, c'est pas tout à fait la même. Mais qu'il y a une place à l'homme et à la femme inscrite dans la biologie. De fait, c'est écrit dans la biologie. Place au sens de les missions que je peux remplir, que l'autre ne peut pas remplir, et les dons que je peux mettre au service de la société par ce fait-là. Ça serait ma proposition. Puis après, je vais sur l'intersexe. Dites-moi. Et du coup, la sexualité après la ménopause? Tout à fait. Quand je dis le sexe, c'est le masculin-féminin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le sexe est par son fondement, son ontologie, son origine, c'est la transmission de la vie. Hein? Mais si moi j'étais resté célibataire, ma masculinité, je l'aurais bien reçue du fait que ma définition du masculin, c'est d'avoir des organes génitaux masculins. C'est pour ça. Mais je reviendrai à la sexualité ménopause. Hein. Si j'oublie, tirez l'oreille. Donc, le masculin ne se définit pas par le chromosome Y. Le masculin, c'est avoir une verge et des testicules. Le féminin, c'est de ne pas en avoir, mais d'avoir un vagin et un utérus. Sous-entendu, les chromosomes, c'est eux qui en sont. C'est le message qui est donné en moi quand je suis conçu pour que je devienne comme cela. Mais comment on identifie la naissance d'un petit gars ou une petite fille? C'est en regardant à l'échographie ou en regardant quand le petit est né. C'est très très important ça. Et dans plus de 499 cas, enfin dans 4000, il n'y a qu'un cas sur 5000 ou moins où on ne sait pas le dire à la naissance. Il y a un peu moins un risque sur 5000 qu'on ne sache pas dire à la naissance si c'est un petit gars ou une petite fille. C'est extrêmement rare. 1 pour 100 000. En 5000, un peu moins. J'en ai parlé avec un spécialiste chirurgien de ces choses-là qui m'a dit c'est moins même, parce que lui il les opérait. C'est moins que ça. Enfin, on va dire 1 pour 5000. C'est ce qui est écrit à la bibliothèque de médecine américaine. 1 pour 5000. Donc en gros, il y a un enfant sur 5000 ou un peu moins pour lequel en naissant, on ne sait pas dire. Et c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté sexuelle. C'est ambigu. Voilà. Après, le sexe est marqué par la maladie, comme le rein, comme le cœur, comme le cerveau, comme les yeux. On peut être aveugle, on peut être sourd, on peut naître avec une anomalie. On est un petit garçon, une petite fille, mais tout ne va pas bien. Et ça, malheureusement, ça existe. Dans presque 1% des cas. Presque un enfant sur 100 naît avec une maladie
si on appelle maladie, par exemple, que l'enfant ne pourra pas concevoir, et on le sait déjà, par exemple, si une fille, une fillette, naît sans utérus, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc, si un homme, au lieu d'avoir un X et un Y, a 2 X et un Y, il ne pourra pas avoir d'enfant. Quand vous ajoutez toutes ces petites fantaisies, d'autres moins graves, par exemple si on ne fait pas pipi au bout de la verge, mais en bas, ça ajoute, c'est pas très rare, c'est un cas sur 300, 500 par là, ça se rajoute encore, tout ça, ça fait presque 1% des cas, 1% des naissances. Et malheureusement, à l'école, on appelle ça intersexe, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est glissé dans l'éducation un terme faux qui est intersexe, alors même que c'est un petit gars ou une petite fille, simplement pas d'utérus, pas de chance. Ou bien, c'est un petit gars, mais quand on regarde ses chromosomes, il n'est pas XY. C'est qu'en fait, le gène de la masculinité s'est mis sur un autre chromosome. Le gène de la masculinité s'est mis sur un autre chromosome. Les gènes, ça peut se déplacer. Au moment de la préparation de l'ovule, du spermatozoïde, ou de l'ovule, là dans le cas présent, c'est chez le papa que c'est arrivé, quand il a préparé ses spermatozoïdes, le gène de la masculinité est allé se fiche sur un autre chromosome. C'est compliqué un peu. Donc en gros, il n'y a que 1 pour 5000 ou un peu moins de cas où on ne peut pas dire c'est un petit garçon ou une petite fille, mais malheureusement, la maladie existe aussi pour le sexe, et on diffuse à l'école, dans les médias, que c'est une situation intersexe. Et on en fait l'histoire de lutte sociale. Ils ont bien droit, par exemple, parmi vous, mesdames, certaines ont peut-être 3X, mais elles peuvent mener une vie tout à fait de femmes, elles n'en savent rien, elles ont des enfants, tout va bien, elles ont 3X. Voilà, c'est une fantaisie. Mais on en fait une lutte sociale. Maintenant, certaines femmes ayant appris qu'elles ont 3X disent non, nous ne sommes pas des femmes. On peut toujours mettre la zizanie partout, vous voyez. Vous comprenez? C'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose, comme c'est difficile à accepter d'avoir une petite fantaisie, on en fait une lutte sociale, de vouloir... et donc, c'est parti pour l'intersexe, pour les vidéos sur Internet, pour les groupes lobbyistes, etc., etc., etc. C'est tristounet. Une fille, par exemple, qui n'a pas d'utérus, c'est triste, mais ça n'en fait pas un sexe, est-ce que vous comprenez? Ça n'en fait pas un sexe de plus. Donc, on a pu lire dans Libération, même dans... qu'il y a 48 sexes. Pourquoi pas 758? Pourquoi pas 300 000? Parce que nous sommes tous différents, vous comprenez? C'est simplement que ces situations, c'est ce que les Américains appellent des développements différents du sexe. Ce qui n'est pas des sexes différents. C'est des garçons ou des filles, mais qui se développent de manière différente. Parce qu'ils ont un gène fantaisiste ou... Est-ce que ça va? Donc les fameux intersexes, quand quelqu'un vous parle d'intersexe, demandez-lui de quoi il veut parler. Parce que malheureusement, même sur les sites de l'enseignement et des ministères, ils parlent d'intersexe, ce qui est totalement faux, parce que quand on lit ce qu'ils évoquent, ce sont des gens qui ont des particularités. On n'a pas le droit de dire que c'est des maladies. Quand vous êtes une jeune fille et que vous n'avez pas d'utérus, je trouve assez naturel de le fixer comme une maladie. Parce que cette fille, elle ne va pas pouvoir transmettre, avoir d'enfants. Mais on n'a pas le droit, nous les scientifiques, d'écrire que c'est une maladie. Et du coup, quand des enfants intersexes naissent et qu'il y a une confusion sexuelle, quand biologiquement, là on regarde, physiquement, quand on le regarde,
regarde quand comme on ça. regarde, on peut pas. Voilà. Est-ce que le karyotype, il y a quand même un XX ou XY? Donc, les petits-enfants qui naissent, et on ne sait pas dire c'est un petit gars ou une petite fille, hein, on peut prendre pour 5000, c'est confié à un groupe d'experts qui comporte des psychologues, des sociologues, etc., qui est national. C'est pas décidé comme ça au milieu du petit, on décide, allez, on va en faire un petit gars. C'est complètement idiot, c'est totalement faux. C'est un groupe de gens qui sont extrêmement délicats, qui travaillent avec les parents, et qui regardent en effet toutes les dimensions, c'est-à-dire notamment les chromosomes, mais aussi l'état des organes, en se disant, qu'est-ce qui est le plus facile? De le soigner pour qu'il vive comme un homme, ou de le soigner pour qu'il vive comme une femme. C'est ce qui est le plus facile. Sous-entendu, on a une journée, on est ici. Est-ce que c'est plus facile d'aller à la montagne ou à la mer? À la montagne, hein. Donc on va à la montagne. Ben, c'est pareil. Ils cherchent tous les éléments et ils disent qu'est-ce qu'on peut le mieux faire. Comment l'enfant ça sera le plus facile pour lui de mener sa vie d'homme ou de femme. Alors ne pas le traiter, ce serait dramatique. Ne pas le traiter, ce serait dramatique. Parce que de toute façon, à un moment, vous voyez par exemple, je vous donne la parole d'un instant, un des développements particuliers du sexe, par exemple, c'est le syndrome de Turner. Moi j'ai une amie qui a un syndrome de Turner, c'est quoi? Elle a un seul X. C'est une jeune femme absolument fantastique, d'ailleurs, c'est une amie de longue date, que j'apprécie énormément. Elle n'a qu'un seul X. C'est une difficulté pour elle parce qu'elle a été obligée d'avoir des hormones à la puberté, sinon elle serait restée haute comme ça et n'aurait pas eu de développement de sein, elle serait restée physiquement bébé. Donc actuellement, il y a des groupes de parents qui ne veulent pas les traiter. Donc, eh ben, c'est irrécupérable. Parce que même si elle voulait plus tard, si on ne doit pas détenir les hormones de la puberté, c'est fichu. Vous voyez? Donc en gros, il faut se mettre à leur service en pensant à leur horizon, qu'est-ce qui est possible pour eux. Et elle, donc, a bien été soignée, et c'est une jeune femme sympathique. Il y a des personnes Turner qui sont mariées, bien sûr, exceptionnellement aux enfants. C'est très rare qu'elles aient des enfants. Donc, c'est des personnes qui, quand elles vivent la conjugalité, sont amenées à dire à leur conjoint potentiel, tu sais, moi, on ne pourra pas avoir d'enfant. Et donc, en somme, c'est un accompagnement délicat dont on a besoin, et non pas des incantations politico-sociologiques, je ne sais pas quoi. En fait, c'est vraiment à prendre soin avec beaucoup de délicatesse. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si extérieurement c'est pas clair, intérieurement notre fille a quand même. De quel? Dans ce cas-là, si physiquement syndrome de Turner. On voit pas s'il y a un petit. Syndrome de Turner. Ah ben ça dépend, hein, ça dépend. Il y a autant de situations que d'enfants. Vous voyez, par exemple, il y a un syndrome de résistance à la testostérone, par exemple. C'est des enfants qui sont XY, mais la testostérone n'agit pas sur eux. Donc leurs organes génitaux se développent en filles. Mais, à l'intérieur, elles n'ont pas d'ovaire et d'utérus, elles ont des testicules, mais qui ont beau fabriquer la testostérone, ça n'agit pas sur le corps extérieur. Et c'est des enfants qui sont menacés de cancer. Donc on est obligé de faire attention, on risque d'avoir des cancers de ces testicules. Et donc, ce sont des petites filles qu'on va élever comme des petites filles, évidemment, mais qu'on va surveiller comme le lait sur le feu pour pas qu'elles fassent de cancer interne. Vous voyez? C'est pas trop fréquent, heureusement, mais c'est quand même 1 pour 30 000 enfants. Et justement, dans ce cas de figure, quand on n'arrive pas à déterminer si l'enfant est un garçon ou une fille, que disent ces cellules? Elles sont féminines, elles sont masculines? Parce qu'on disait tout à l'heure justement que chaque cellule était sexuée. J'aime bien cette question parce que là, elle nous met dans le baba de ce matin. On dit que toutes les cellules sont sexuées, donc c'est pas en changeant le corps qu'on a changé l'être. Hein. C'est très bien. En fait, si vous voulez,
ça montre bien la situation, pour moi. Nos gènes nous aident à devenir ce que l'on est. Mais il n'y a pas deux messieurs ici qui ont le même tempérament, il n'y a pas deux dames ici qui ont le même tempérament. On a une multiplicité. Quelqu'un qui a... faut pas que je parte trop dans la théorie, je vais prendre un cas concret. Il y a une anomalie qui est une anomalie génétique, c'est le défaut de 21-hydroxylase, donc c'est une enzyme qui ne se fait pas. Conséquence, la petite fille a trop de déchets androgénisants dans son corps, donc elle a trop d'androgènes. Elle a beau être XX dans toutes ses cellules, elle a des androgènes, c'est des hormones masculines, en trop grande quantité. Si on ne la soigne pas, elle est très gênée, parce qu'elle a beau être une femme, elle a, entre guillemets, un peu trop, elle a trop, et puis elle a d'autres ennuis aussi, hein, mais bon, elle a trop d'androgènes. Donc en gros, vous voyez, c'est pas le fait, une chose qui dit si je suis un homme ou une femme. La seule chose qui dit si je suis un homme ou une femme, c'est mes organes génitaux. Le reste m'aide plus ou moins. Notamment une femme, une jeune fille qui est sous pilule pendant toute son adolescence, c'est une femme, mais qui a été privée de tout ce que donne cet âge de la vie à la femme. Eh bien, une personne qui aurait XY dans toutes ses cellules, mais qui est une femme physiquement, c'est une femme, mais qui n'a pas certains traits féminins que d'autres ont, et qui va être moins aidée, qui peut par exemple avoir du mal à s'occuper de son bébé, elle va prendre sur elle, parce qu'elle est moins aidée, peut-être par ses hormones, vous voyez, à le faire. C'est trop compliqué ce que je dis peut-être. Vous me comprenez? C'est très très important. Ce qui fait que je suis un homme ou une femme, c'est vraiment les organes génitaux que j'ai. Et après, je suis plus ou moins aidé par tous les éléments de mon être. Et toute ma vie, quand il y a des... moi je pense par exemple aux enfants, aux filles qui sont garçons manqués. Hein, les filles qui sont garçons manqués. Hein, ou les garçons qui sont... je prends ce point-là, c'est joli comme tout. Je connais un enfant qui est un petit gars, qui a plein de caractéristiques de petit gars, mais il est délicat. Il est délicat. On se dit, ça aurait été une fille, ça aurait été génial, parce que c'est un don qu'elle n'aura pas besoin d'acquérir, il l'a déjà. Mais c'est un homme délicat, quoi de mieux. Mais il risque de se faire moquer à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'essentiel, c'est surtout qu'il s'accueille comme un petit garçon, avec un horizon d'homme, peut-être de père, peut-être d'époux, et donc avec ce don que d'autres ont moins que lui, c'est d'être très délicat. Ou un petit garçon qui aime beaucoup la danse, par exemple. Vous voyez, c'est nous qui compliquons en allant inventer des trucs. Être délicat, ce n'est pas féminin. Il y a une manière de parler qui est extrêmement nocive. C'est la manière de dire, il y a des parts de masculinité en moi et des parts de féminité. Ça, c'est nous confondre avec un patchwork. Nous ne sommes pas des patchwork. Il n'y a aucun caractéristique qui soit seulement masculine ou féminine. Vous voyez? On est des hommes ou des femmes. Alors si une fille a les gènes XY, et normalement ça a que des garçons ont ça, et elle accepte ça. Dis-moi, il ne faudrait pas qu'on trompe les gens. Quelqu'un qui est une fille qui est XY, ça doit être moins d'une personne pour 100 000 ou 1 million. Hein. Parce que qu'on n'aille pas tout mélanger. Qui existe. C'est pas un peu ça parce qu'on fait toujours trop bizarre dans la nature. Ça, ce n'est pas le cas, et la fille se sent, depuis elle est petite,
comme un garçon. Mais si elle veut être un garçon, qu'est-ce qu'on fait? Mais à ça, ce sujet, vous soulevez un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est comment je me sens. Est-ce que je me sens homme ou femme, n'est-ce pas? Et que faire si je me sens pas bien? Je me sens pas bien, je suis une femme, mais j'aurais mieux aimé être un homme. C'est ça, vous l'avez, n'est-ce pas? Alors, il y a deux éléments. C'est, est-ce que je peux encore changer? Est-ce qu'on peut encore changer? On a voulu faire des études d'acupuncture, je ne sais pas quoi, mais de menuisier. Est-ce que je peux encore changer pour faire... vous comprenez? Est-ce que je peux faire kiné? Ça, on peut. C'est difficile dans nos efforts, mais on peut. On ne peut pas changer de sexe. C'est impossible. C'est bon vraiment de le comprendre pourquoi c'est impossible. Par exemple, déjà, sur le plan de la fertilité, il n'y a jamais eu, c'est impossible, une femme qui devient un homme fertile. L'inverse est tout pareil. Deuxièmement, ce sera des personnes qui vont recevoir toute leur vie des médicaments, qui seront tous ostéoporotiques, beaucoup auront des tumeurs, c'est ce qu'on voit maintenant, beaucoup de tumeurs. Moins de 1 pour 10 000 a une vie sexuelle. Ils peuvent avoir de la masturbation, des machins comme ça, mais pas de vie sexuelle. Je me permets d'en parler un petit peu parce que c'est totalement ignoré. Les résultats statistiques, maintenant, on les a. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas changer. On peut changer d'apparence. Ça, on peut changer d'apparence. Au prix de chirurgie, 7 ans de traitement à peu près, au prix de chirurgie, au prix de beaucoup d'efforts, on peut changer d'apparence. Même c'est une lutte de toute la vie, parce que moi j'ai connu notamment une personne, j'ai encore dans le cœur, qui s'est fait traiter pour devenir, avoir un aspect féminin il y a un certain temps. Maintenant que c'est un homme qui a voulu avoir un aspect féminin, qu'il a 50 ans ou 55 ans, c'est triste. Parce que sa masculinité ressort, crie dans son être. En vieillissant, on se marque. Et donc c'est très très douloureux. Donc ce n'est pas possible en fait. Nous ne sommes pas des Legos. On ne peut pas nous démonter et refaire une petite fille avec un petit gars. C'est pas possible. Vous voyez? Donc quand les conférenciers cherchent des arguments, ils nous disent ce qui est vrai, que dans toutes les cellules, on a XY ou XX, donc vous voyez que c'est pas possible. Mais bien avant ça, c'est pas possible, vous comprenez? C'est pas possible en fait. Les verges formées à partir des clitoris de femmes, vous voyez, clitoris de femmes, voilà, c'est gros comme moins que la dernière phalange du petit doigt. En faire une verge, c'est impossible. Ça mesure 2 cm et demi tout au max, d'après les statistiques. En moyenne, ça grandit de 2 cm et demi, en moyenne, sous l'effet de tous les traitements qu'ils font dans les hôpitaux. Donc, du coup, après, on leur dit, ben vous, ça n'a pas marché, on va vous mettre des ballonnets, et au moment du rapport sexuel, vous gonflerez les ballonnets. C'est un charme fantastique, en effet. Et donc, et c'est tout comme ça. Ça ne vous gêne pas que je parle de ça? Le soi-disant vagin qu'on creuse aux hommes. Bon, les femmes qui sont ici savent bien que leur vagin n'est pas un creux. Donc faire un creux à un homme pour que ça soit un vagin, on se moque de qui? C'est une poche, et comme c'est une poche artificielle, il faut la dilater tous les jours. Comme c'est une poche artificielle, elle n'est pas auto-nettoyante. Il faut la laver tous les jours. Elle a des mauvaises odeurs, etc., 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 etc. Mais après, je m'arrête. Donc, en gros, il y a une sorte de mensonge sociétal qui laisse croire aux gens qu'on peut changer. Non, on ne peut pas. Donc, si, quand je ne suis pas bien avec moi, moi, par exemple, si je me rejette comme homme, eh ben, avec qui je suis, je vais essayer de devenir un homme. Mais je ne peux sûrement pas prendre mon corps comme un Lego et en faire une femme. C'est pas possible. Vous voyez? Ça va?
Après, on parlera de la grand-mère. Ah oui, parce que... Alors, la sexualité après la ménopause. La sexualité. Alors, je parle en biologiste. En biologiste, hein, d'abord. La sexualité a été fondée pour transmettre la vie. Elle est apparue dans la nature pour transmettre la vie. Chez l'être humain, elle a quelque chose qu'elle n'a pas ailleurs. C'est cette fonction de dialogue et de communion qu'elle a chez l'être humain. L'acte sexuel des animaux n'est pas une communion. La tendresse existe chez les animaux, il ne faut pas se tromper. La tendresse existe, l'empathie existe chez l'animal. La vie n'aurait pas pu naître, jaillir sans empathie. Mais il n'y a pas de dialogue conjugal entre le lion et la lionne, entre les femmes. Ça n'existe pas. Regardez, le plus proche de nous en termes familial, un des plus proches, c'est le singe Titi. C'est un de mes préférés, le singe Titi, d'Amazonie. Vous connaissez les singes Titi? C'est vraiment incroyable. Ils aiment s'asseoir l'un à côté de l'autre, le mâle et la femelle. Ils entourent leur queue et ils se mettent à chanter tous les deux. Et ils vocalisent. Quand il y en a un qui est haut, l'autre est bas, puis c'est l'autre qui est haut, l'autre qui est bas. Ils vocalisent comme ça pendant des minutes ou des heures. Ils ont vraiment un dialogue conjugal. Ça va? Ce n'est pas leur génitalité, c'est passer ce temps ensemble. Le Créateur, je l'attribue, quand j'arriverai au ciel, je lui poserai des questions, évidemment. Mais je suppose que le Créateur a voulu que l'union intime soit une célébration de l'amour conjugal, une sorte de fête de l'amour conjugal, et donc une fête de la communication conjugale. Donc, la communion, c'est pas étonnant si la communion conjugale, l'union intime, est tout à la fois le lieu des plus grandes beautés et des plus grandes laideurs, parce que l'homme est tout à la fois grand et pécheur. Hein. Mais c'est sûr que c'est là où c'est la célébration de l'union, ça va toujours. Et que c'est vrai à tous les âges de la vie du couple. Et que moi j'ai eu pas mal de couples avec qui on a pu travailler là-dessus. L'union intime à la ménopause, c'est une union intime d'un couple qui s'aime. Et en somme, si vous voulez, le Créateur a voulu que l'union intime soit un lieu de communion. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le couple a une union intime, je ne parle pas d'un viol, hein, une union intime, eh bien, tous deux, je vous l'ai dit, ont ocytocine qui les attache l'un à l'autre, et prolactine pendant plusieurs heures, qui nous donne envie de prendre soin l'un de l'autre. Et donc, moi je remercie le Créateur de nous avoir donné ce moment de célébration de l'union. Et c'est valable à tous les âges de la vie. Simplement, il est vrai que physiologiquement, en vieillissant, on peut avoir moins de désir d'union intime. Parfois parce qu'en fait, on allie beaucoup l'union intime et la transmission de la vie, au point que la ménopause, pour certains, en soi, comme ça, on va dire psychologiquement, est associée à l'arrêt de l'union intime. Mais disons qu'il n'y a aucune raison. Ou alors, physiologiquement, je pense à quelqu'un de précis qui m'a demandé de l'aider là-dessus, certaines femmes ont plus de difficultés physiologiques à l'union intime à la ménopause. Ça fait partie des aléas de la vie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Un petit peu. Voilà. Merci bien. Où en est-on? On a fini ou bien? C'est l'heure du service. Moi, je vous remercie énormément pour votre attention. C'est agréable de parler avec vous.